Un grand patron invité de la grande interview de A-News Workwell. On reçoit Patrick Tello, président fondateur de Sofinor. C'est la holding de Harmonia. Merci d'être avec nous. On va parler environnement du travail, on va parler hospitality, on va parler entretien des bâtiments. Alors, la qualité de vie des occupants des bureaux, pour vous, c'est ça la priorité? En effet. Je veux dire que les services généraux, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on parle plus de facilities management parce qu'on accorde plus d'importance aux services à l'occupant plutôt que aux services à l'immeuble. Les services généraux, c'était les services à l'immeuble. Aujourd'hui, ce sont les occupants qui focalisent l'attention des entreprises. C'est la bienveillance, c'est l'accueil, on pense à tout, on n'oublie rien. C'est la suite d'une évolution très profonde de la société française et des salariés, tout simplement, qui sont demandeurs de plus en plus de services, parce que de plus en plus, ils habitent loin, je parle des grandes villes, de leur lieu de travail. Et donc, si on veut les attirer, si on veut les conserver, eh bien, il faut effectivement leur proposer des services. Donc on n'en fait pas trop quand même, parce qu'on parle de quoi? Des crèches, on parle aussi des salles d'allaitement, enfin, il y a ce que on ne connaissait pas il y a 20 ans. C'est vrai, la crèche a effectivement été le point de départ des services très appréciés par les collaborateurs, et on le comprend bien. Hein, je dirais. Aujourd'hui, dans des grandes villes, c'est pas facile quand vous avez des enfants de vous en occuper. Le temps n'est plus où les mamans ne travaillaient pas pour s'occuper de leurs enfants. Les crèches, oui, ont été un très bel exemple, mais aujourd'hui, on appelle ça l'hospitality, c'est-à-dire la prise en charge de tout un tas de préoccupations d'un collaborateur qui, malheureusement, parfois mettent une heure et demie de transport pour aller à leur travail, c'est-à-dire 3 heures par jour, vous vous rendez compte, dans les transports en commun, à perdre un petit peu son temps, d'une certaine façon. Hein. Et vous, qui êtes un bon observateur, vous avez noté une évolution des attentes, justement, des clients? Ah oui, très clairement. Aujourd'hui, vous savez, le chômage n'existe quasiment plus. Hein. En France, en tout cas, il faut s'en féliciter. Mais clairement, aujourd'hui, pour attirer les gens et les fidéliser, il faut leur offrir des services, un environnement de travail de qualité, dans lequel on leur propose de quelque part prendre en charge et une partie des fonctions et des besoins dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Et ça représente un coût supplémentaire pour l'entreprise? C'est un coût supplémentaire, mais si on ne le fait pas, on serait critiqué et les gens et les collaborateurs s'en iront. Donc non, c'est un investissement, hein, indiscutablement, puisqu'il n'y a de valeur que d'hommes. Et évidemment, quand on a des bons, il faut les garder. Alors comment ça se passe? Donc les bureaux, rappelez-nous votre cœur de métier. Une fois qu'on a la structure, le bureau, c'est vous qui allez intervenir pour aménager tout cela et offrir donc les services. À l'origine, c'est cela. C'est qu'il y a 30 ans, hein, nous avons senti l'externalisation, l'outsourcing, comme on dit en anglais, d'un certain nombre de services, dont l'accueil, qui était un micro-marché, mais néanmoins touché à l'image de l'entreprise. Et donc, nous sommes devenus un spécialiste de l'accueil externalisé. On est devenu le numéro 1 français et d'ailleurs le numéro 1 européen sans doute. Hein, voilà. Et cet accueil, il prend plusieurs tournures. Hein. C'est l'accueil dans les entreprises, c'est l'accueil dans l'événementiel. On pourra peut-être en parler tout à l'heure avec les Jeux Olympiques. C'est l'accueil dans les musées, vous voyez, dans les centres culturels, dans les centres de loisirs. Enfin, dès que vous réunissez des gens, vous avez besoin de les accueillir, de les prendre en charge. Donc il faut trouver la main-d'œuvre disponible et formée. Il faut trouver la main-d'œuvre qui est absolument essentielle. On revient au point de départ. Il faut être attractif et donc ce personnel, il faut aller le chercher, il faut le recruter, il faut le former, il faut l'encadrer, il faut l'habiller. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. C'est notre métier. C'est pour ça que les entreprises de plus en plus qui ne savent pas faire ça font appel à nos services. Ah oui, donc vous vous occupez aussi des uniformes ou des vêtements pour les hôtesses? Oui, bien sûr. On achète peut-être 40 000 uniformes par an, vous vous rendez compte? Oui, alors on a plusieurs marques. Hein. On a la marque Faune-Régie, la marque Charleston, la marque Maola. Mais tout ça est sous la casquette aujourd'hui de la division Harmonia. D'accord. Mais alors, ça veut dire qu'il faut être très, très à l'écoute des besoins des clients. C'est ça, il faut vraiment être raccord, quoi. Oui, il faut... vous savez, c'est du personnel qui est mis à disposition de notre clientèle tout au long de l'année à travers des contrats de prestation de services. Donc le client, il est très exigeant, certains s'en foutent.
de moins en moins, mais aujourd'hui, tous les clients se rendent compte que c'est la première image d'une entreprise. Quand vous rentrez, d'être bien accueilli, bien renseigné, gestion de l'attente, le sourire, la disponibilité, la maîtrise des langues étrangères. Donc ce sont des personnes qui sont assez évoluées, hein, que nous recherchons, et notre souci, c'est de les garder quand elles sont de qualité. Oui, essentiellement des femmes, vous dites, c'est ça? 80% effectivement de femmes. Il n'y a aucun blocage dans le domaine. Au contraire, de plus en plus, d'ailleurs, la mixité s'impose. Mais c'est vrai qu'une hôtesse, on dit souvent une hôtesse d'accueil et un peu moins un hôte d'accueil. Mais aujourd'hui, on trouve très souvent la mixité homme-femme et ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes un petit peu dans les coulisses. Votre nom n'apparaît pas au premier plan. Donc on vous confie une tâche importante, c'est l'identité, c'est la signature sonore aussi, la voix, le choix des personnes. Tout à fait. C'est une sacrée délégation quand même, on ne peut pas se tromper. Ah ben c'est un métier qui est plus exposé. C'est sûr que la petite dame qui nettoie les bureaux le soir entre 9h et minuit. Nous sommes exposés, c'est le premier regard, c'est le premier contact, la première image de l'entreprise. Donc effectivement, ces personnes, très souvent d'ailleurs, s'identifient à nos clients. Hein. Alors ils sont censés porter un petit logo c'est une obligation légale, qui rappelle qu'ils appartiennent à une société sous-traitance comme la nôtre. Donc, mais oui, ils doivent s'intégrer complètement dans les contraintes et les exigences de l'entreprise cliente. Oui. Est-ce que vous imaginez déjà comment peut évoluer ce métier à l'heure où, c'est vrai, le télétravail se développe? On en reparlera après du télétravail. Mais est-ce que justement, vous imaginez la prochaine étape? L'étape et l'évolution, elle est permanente. Hein. C'est-à-dire le temps de l'hôtesse un peu pot de fleurs, excusez-moi cette expression, n'est plus. Aujourd'hui, on demande de plus en plus à ces jeunes filles, moyenne d'âge 25-26 ans, ou à ces jeunes hommes, d'être très disponibles, très polyvalents, un petit peu comme une personne dans un hôtel de qualité qui vous accueille donc à l'entrée. On leur demande beaucoup de choses, les choses ont évolué. L'outil mis à disposition, bien sûr, le digital, est absolument incontournable. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. On leur demande de plus en plus de choses à faire et les outils modernes, digital, participent largement à cette amélioration. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sera jamais robotisé. L'accueil restera toujours humain. Je pense qu'effectivement, il faut faire un mixte entre la digitalisation de notre métier, qui est incontournable, et le contact humain, effectivement, qui est absolument indispensable. Ceci étant, moi j'ai vu des entreprises où vous n'avez plus d'hôtesse d'accueil, où vous arrivez et que vous avez en face de vous un écran, tout simplement, hein, où vous devez taper, comme quoi vous avez rendez-vous avec Monsieur Dupont à telle heure, et on vous invite à vous asseoir, et puis il y a une petite sonnerie qui vous invite à aller prendre l'ascenseur, etc. Mais je n'y suis pas favorable. Je pense que ce métier, toute son honneur et sa grandeur, c'est d'avoir un contact personnel, premier contact de l'entreprise avec les visiteurs. Donc pas question de renoncer à l'humain en tout cas. Non. Alors parlons du télétravail, parce qu'au moment du Covid, ça a été un grand élan vers le travail à distance. On a vu qu'en France, ça se développait, les partenaires sociaux sont pour, hein, bien sûr. Mais aux États-Unis, on commence à voir un recul. Les géants du numérique, comme Amazon par exemple, commencent à se dire... en tout cas, le personnel administratif, maintenant, il faut qu'il revienne au bureau. Alors, c'est mieux pour vous, ça? Alors, vous savez, on a mis 50 ans pour passer de 40 heures à 35 heures. On a vu, d'ailleurs, les conséquences de ce choix politique, souvenez-vous. Bien. Aujourd'hui, on a mis 18 mois pour passer de 35 heures pratiquement à 28 heures, ou peut-être moins, parce que, indiscutablement, le télétravail... offre des avantages pour les collaborateurs, collaboratrices, mais très vite, il y a un dérapage, si vous voulez, dans l'utilisation de ce télétravail, qui fait que moi, je suis assez réservé, même si, vis-à-vis de ces femmes, de ces hommes qui ont presque 3 heures de transport par jour, on peut comprendre que c'est tout de même du temps gagné et de la fatigue en moins. Néanmoins, c'est très injuste le télétravail. Pourquoi c'est très injuste? Parce que chez nous, il y a 80% des collaborateurs qui ne peuvent pas faire de télétravail. Tous ceux et celles qui sont chez nos clients
On peut comprendre qu'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Donc ça s'adresse surtout à des jeunes collaborateurs, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais dans les fonctions de back-office, vous voyez, dans les fonctions juridiques, finances, comptabilité, RH, marketing, informatique. Oui, ça s'adresse. Nous avons accordé 1 jour par semaine, un petit peu contraint et forcé. Enfin, ça, c'est la position du président fondateur que je suis. J'étais un peu réservé. Je sais que c'est apprécié aujourd'hui par les collaborateurs. Donc, ça veut dire que la qualité au travail est supérieure, doit être supérieure au bureau, c'est ça? Voilà, Donc, vous allez apporter il faut évidemment, en contrepartie, attirer les personnes. Vous savez que vous avez des entreprises en France, alors je ne sais pas citer de nom, mais je les connais parce que ce sont mes clients, qui ont 4 jours de télétravail par semaine. Oui, comment voulez-vous recréer le lien social, la communication, la confrontation des idées, le contact sympathique, prendre un café au bout d'un couloir, etc. Dans l'entreprise, c'est impossible. Il n'y a plus de lien social quand vous en êtes là. Alors nous n'en sommes pas là, mais c'est sûr qu'il faut inciter les gens, les collaborateurs, à venir chez nous. Pour venir travailler chez nous, il faut leur offrir des services, des facilités, des horaires aménagés, et voilà, être attractif, tout simplement. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Sur votre site internet, je vois que vous parlez d'agilité servicielle. C'est-à-dire, c'est ça le service, tout en étant souple, c'est ça? C'est capable de comprendre quelle est la problématique d'une jeune femme de 28 ans, jeune mariée ou pas mariée d'ailleurs, enfant ou pas enfant. Qu'est-ce qu'elle attend d'une entreprise en plus de son travail, et si elle est équilibrée, si elle est heureuse dans son travail, mais surtout à travers tous les services qu'on peut proposer, elle reviendra spontanément et puis elle sera attachée à l'entreprise. Rien n'est pire qu'un bon collaborateur qui quitte une entreprise parce que c'est une lourde perte et c'est pas facile de retrouver l'équivalent. Alors justement, quand vous faites des études... Donc il faut être agile. Oui, agile. Qu'est-ce qui arrive en tête? Quel est vraiment le nec plus ultra concernant la qualité au travail aujourd'hui? C'est d'avoir on n'est plus bureau, écran, téléphone, on s'assied, on allume son appareil et on reste 8 heures planté sur sa jambe. Sur sa table, ou sur sa chaise, excusez-moi. Ça peut être sur ses 2 jambes. Non, on n'est plus comme ça. Il faut offrir des espaces de convivialité, il faut offrir des espaces pour le déjeuner. De plus en plus, nous avons développé cela. Des trucs rapides, bon marché et de bonne qualité. Il faut offrir des possibilités de détente, et c'est ça qu'attend. Et puis tous les petits problèmes du quotidien, j'allais dire même de prendre un rendez-vous avec je ne sais trop qui, eh bien, comme elles n'ont plus, je dis toujours elles, parce qu'il y a 80% de personnel féminin chez nous, c'est ça qu'elles apprécient, c'est effectivement de disposer dans leur lieu de travail des souplesses qui leur permettent d'avoir une vie familiale moins speedée, comme on dit aujourd'hui. Oui. Alors, le pilotage global, c'est quoi? Le pilotage global, c'est de proposer aux clients de dire, écoutez, jusqu'à présent, vous aviez une boîte de propreté, une boîte de sécurité, une boîte d'accueil, une boîte de gestion de salle de réunion, que sais-je. Eh bien, on va piloter, coordonner l'ensemble des services, tous ensemble. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on arrive à avoir un niveau de qualité comparable, que ce soit dans tel ou tel métier. La deuxième chose, ça permet de créer de la polyvalence, c'est-à-dire la petite hôtesse ou l'autre qui n'est pas occupée véritablement entre 10h du matin jusqu'à 13h, parce qu'il y a moins de visiteurs, parce qu'il y a moins de flux. Eh bien, on va lui proposer de préparer, par exemple, les salles de réunion. Les salles de réunion, vous prenez une tour à la Défense, il y en a 500. Et donc, une salle de réunion, il faut qu'elle soit techniquement opérationnelle quand il y a des réunions. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient dans les réservations. Il faut qu'il y ait un café qui soit chaud. Il faut que la table soit propre. Il faut qu'on puisse
je veux dire, proposer un certain nombre de services dont les réunions ont besoin, etc. Donc cette jeune fille est parfaitement capable, sous réserve d'être formée, de faire cette tâche-là à des heures où elle est moins utile à l'accueil. Elle accepte volontiers ou est-ce que c'est... Elle accepte, bien sûr qu'elle accepte, parce qu'on lui contrat. dit que c'est contractuel, et ensuite on essaye évidemment de la payer mieux, parce que le client considère que c'est une prestation supplémentaire qui mérite un salaire supérieur. Et ça, c'est le point fort de Sofinor. Oui, c'est vraiment c'est un savoir-faire qui existe depuis 40 ans, vous disiez, c'est ça 50 ans, excusez-moi. C'est ça, oui, c'est 74. Je rectifie ce que vous disiez. Oui, c'est 1974. J'ai créé cette boîte en 74 dans un bureau qui faisait 9 mètres carrés, avec une secrétaire à quart de temps. J'avais 23 ans, donc vous pouvez en tirer mon âge. Et ça a été une aventure fabuleuse que j'ai adorée, avec des hauts et des bas, hein, bien sûr. Mais enfin, plus de hauts que de bas, parce que sinon je ne serais pas devant vous. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 30 000 personnes dans le monde. Et 55% de l'activité est hors de France. Nous sommes présents dans 30 pays. Avec 30 pays et qui reste familial. Alors, c'est ma grande fierté, c'est qu'effectivement, vous savez, quand on crée une boîte, c'est pas pour faire fortune, contrairement à ce que pensent les gens. C'est parce qu'on est libre et qu'on veut réaliser librement des projets sans contrainte et sans entrave. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé à la sortie de l'ESSEC, enfin moi j'ai fait cette grande école, donc une petite boîte. Je n'avais pas d'argent, j'avais rien, et j'avais tout. Alors, ça veut dire quoi? J'avais rien parce que je ne m'appelais pas fille de Dassault ou d'autres. Ou de Rothschild. Et j'avais tout parce que j'avais fait de bonnes études et que j'avais des bonnes valeurs et une bonne éducation. Et ça, j'en sais gré à mes parents qui ne sont plus là. Et quand vous avez un beau diplôme en France et que des valeurs, ça passe mieux. Ça passe mieux quand vous allez demander à un banquier un peu d'argent, etc. Donc oui, ça a été une vie passionnante et aujourd'hui, je continue. Et donc j'ai conservé 100% du capital, ce qui est exceptionnel compte tenu de la taille du groupe. Et il y a 10 ans, l'âge venant, avançant, j'ai convoqué mes 5 enfants, puisque nous avons 5 enfants avec mon épouse, depuis 50 ans. Autre performance, si vous me le faites. Pour elle, de m'avoir supporté pendant 50 ans. Non, surtout pas. Elle ne travaille pas avec moi, elle n'a pas envie, et moi non plus. Mais nous avons 5 enfants, et sur les 5, il y en a 4 qui travaillent dans le groupe aujourd'hui, et qui devraient reprendre derrière moi. Donc aucun projet de cession à un moment ou à un autre? Non. Non, vous savez, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Bon, alors c'est très provoquant de vous dire ça, mais que voulez-vous qu'un homme de mon âge qui a finalement... pu assouvir tous ses projets, ses passions et ses rêves, une bonne partie de ses rêves, face avec un gros paquet. Il va le mettre à la banque et il va être terrorisé à l'idée que l'inflation ou que le nouvel gouvernement lui en bouffe une partie. Alors non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la croissance, les projets et continuer la belle aventure de ce groupe. Et donc la transmission pour justement peut-être éviter la taxation importante, parce que souvent, beaucoup d'entreprises françaises, malheureusement... perdent énormément au moment de la transmission du capital. Il y a un gars qu'on devrait mettre au Panthéon, il s'appelle Dutreil. Oui, c'est la loi Dutreil. Ce gars-là, qui est un ancien député, ancien ministre, qui vit toujours d'ailleurs, a sauvé le capitalisme familial. Comme les Allemands l'ont fait. Voilà. Et donc, on peut aujourd'hui transmettre une entreprise en payant un peu de fiscalité, mais pas comme avant. Avant, c'était tellement confiscatoire que vous étiez obligé de vendre la boîte. Pour payer les frais les taxes de transmission. 45%. Vous vendez une affaire, je ne sais pas moi, 10 millions d'euros, il fallait payer 4 millions. Donc personne ne pouvait le faire, donc on était obligé de la vendre. Voilà. Quand on regarde des expertises dans le détail, on se rend compte que c'est très large. Bon, vous gérez des mètres carrés. Donc ça, le chiffre, vous ne le donnez pas, je crois. C'est très compliqué. C'est pas évident, mais je pense que ça tourne autour de 5 millions. C'est énorme. Vous avez 40 métiers. 40 métiers. Et combien de missions par an, si on fait l'addition? Vous pourriez peut-être pas me donner les chiffres. C'est des milliers, des dizaines de milliers de missions par an. Les métiers où on n'imagine pas tout ce qu'il faut mettre en place pour qu'un immeuble, comme celui-là, là où nous sommes,
puisse fonctionner. Ou une tour à la Défense. Ou, alors une tour à la Défense, en plus avec les contraintes des IGH. Alors, les espaces verts, j'ai même vu que vous étiez responsable des espaces verts. Donc, il faut avoir la main verte, choisir les plantes. Alors c'est pas tout à fait exact. C'est un des rares métiers que nous sous-traitons. C'est très technique, les espaces verts, métier très difficile. On ne trouve plus de personnel, parce que c'est en plus très fatigant. C'est exposé aux intempéries, comme vous l'imaginez, les espaces verts. Donc, pour trouver un jeune jardinier qui veuille bosser, bonjour. C'est très difficile. Non. Donc, nous sous-traitons cette activité, mais c'est une des rares que nous sous-traitons. Même pas la restauration collective, nous l'assumons maintenant aujourd'hui. La sécurité, c'est un point fondamental. Ça, il faut en parler. Vous avez notamment travaillé sur les Jeux Olympiques. La sécurité, c'est la partie la plus importante du groupe aujourd'hui, compte tenu de cette forte demande. Bon. Nous sommes le leader européen, peut-être mondial, dans la sûreté aéroportuaire. Voyez-vous ? C'est-à-dire, vous savez, quand vous prenez l'avion, les gens qui vous disent enlevez votre veste, votre ceinture, vos chaussures. Les portiques et tout, oui. Les portiques, ce sont nos équipes, hommes et femmes, qui, dans tous les grands aéroports du monde, Roissy, Orly, Istres, Schiphol, Fraport et bien d'autres, donc font en sorte que les avions ne se cassent pas la gueule. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus symbolique et plus fort dans l'opinion, dans l'opinion, qu'un avion qui tombe. Parce que c'est dramatique, parce qu'il n'y a jamais de survivants. Souvenez-vous, le Rio-Paris, Air France, ça les a traumatisés pour 50 ans encore. Ou cet avion en pleine nuit qui plonge dans l'Atlantique Sud, enfin, c'est épouvantable, on imagine. Bon, bien. Donc là, c'est aéroportuaire très important, très haut de gamme, très bien payé d'ailleurs. Vous avez trouvé la main-d'œuvre, parce qu'on disait au départ, on n'en aura pas suffisamment. On en a eu 2000 de plus, on les mettait. D'accord. Mais on en avait eu quand même à peu près 2000, ce qui était très bien. Mais la France a fait un truc formidable. Et si vous me le permettez de vous dire, moi, j'aime mon pays. C'est le plus beau pays du monde. Et regardez comment nous avons pu organiser les plus beaux Jeux Olympiques de l'ère moderne. Les Jeux Olympiques, c'est en général dans une enceinte sportive. Là, c'était dans la plus belle capitale du monde, au pied de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, des Invalides, de la Concorde, de Versailles. Avec vos équipes, il faut le préciser, en partie. Nous avions à peu près 2000 hôtes et hôtesses et à peu près 1000 agents de sûreté, de sécurité. Je vois aussi dans vos compétences performance énergétique. Vous intervenez aussi sur la loi environnementale, la transition écologique ? Alors, en ce qui concerne le développement durable, c'est incontournable. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans tous les appels d'offres, etc., omettre la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne vit pas que pour ses clients, que pour ses collaborateurs, elle vit aussi pour l'environnement sur lequel elle vit. Mais par exemple, vous faites quoi dans un bâtiment quand on vous dit, par exemple, on a totalement transformé notre flotte auto. Pour combien? On aura 700 ou 800 voitures. On est en cours de transformation pour le passer en électrique. Voilà un exemple. La décarbonisation, on ne peut plus s'en passer. On a déménagé, on avait un immeuble de 2000 m², on est passé à 5000. On consomme moins avec 5000 qu'avant avec 2000. Donc voilà, ce sont des choix de cette nature qui nous permettent d'agir en matière de RSE. Et puis on fait beaucoup de mécénat. On a construit des écoles, des lycées, des stades de sport, même des barrages en Afrique. C'est incroyable. Voilà. Vraiment, Sofinor, c'est une entreprise multi-compétences. Vraiment, félicitations à 50 ans. Alors, je voulais quand même parler un peu du digital, parce que vous dites qu'aujourd'hui, ça devient une priorité. Mais justement, dans des métiers comme les vôtres, qui demandent tellement d'attention, tellement de main-d'œuvre, tellement de personnel, et avec un patron en plus charismatique qui tient les cordes, il faut vraiment être là, que peut vous apporter l'intelligence artificielle? Elle va remplacer les tâches d'exécution. Oui, mais quoi? Pour la propreté, oui, on a des applications qui nous permettent de savoir qu'il y a eu une tâche sur une moquette dans le bureau du président, qu'il faut donc intervenir tout de suite, que les salles de réunion sont occupées, sauf le créneau 15-16 heures, pour ceux qui la veulent. Donc c'est un outil. Le digital dans nos métiers, c'est un outil
de performance, d'économie pour le client, faire gagner du temps, d'amélioration du métier pour ceux qui le font, voyez-vous. C'est tout ça. Les tâches d'exécution basiques de chez Basique vont être remplacées par le digital d'ores et déjà, et de plus en plus dans les années à venir. Patrick Tello, j'aimerais terminer par un point. Vous avez dans votre portefeuille d'activité un métier rare au service des grandes maisons de luxe. Incroyable. Ah oui, ça c'est drôle. Vous pouvez en parler parce que je vais vous faire une phrase. C'est la pépite. Ouais. C'est ce qui a d'ailleurs marqué le groupe, qui fait qu'on est très implanté dans le secteur du luxe, de la mode, de la beauté, etc. On a les 800 meilleures couturières du monde. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh ben parce que c'est la première mode que j'ai créée, qui s'appelle Modèle Or, que j'ai conservé, modèle en or. Modèle Or, créé en 1974. J'avais jamais tenu une aiguille de ma vie. Hein. Bon. Et j'ai, voilà, pour diverses raisons, j'ai senti qu'il y avait un marché pour proposer et fournir aux grandes maisons de luxe des petites mains. Des petites mains, oui, celles qui sont des véritables artistes d'ailleurs. Hein. Ces femmes incroyables, un peu moins les hommes, mais surtout les femmes, parce qu'il faut des doigts très fins pour travailler ce qu'on appelle le flou ou le tailleur, qui sont des tissus plus ou moins légers, et qui font ces modèles invraisemblables qu'on voit 2, 3, 4 fois par an à la Cour Carrée du Louvre ou au Grand Palais. La haute couture aujourd'hui sert comme produit marketing pour porter et pousser le prêt-à-porter, les parfums, les cosmétiques, etc. Donc oui, ces maisons-là n'ont plus beaucoup de personnel en interne, donc font appel à nous. On a 80% du marché, et comme Paris est la capitale mondiale de la haute couture, eh ben, nous envoyons des premières mains qualifiées floues, des patronniennes, des modélistes. 50 ans. Vous incarnez toutes les valeurs dont la France a besoin. Hein. C'est le travail, la performance, la persévérance aussi, le courage. Depuis 50 ans, c'est payant et on a donc à l'arrivée Sophinor. Laissons les Français travailler. C'est un sujet économique qu'on traitera un jour, qui est très intéressant aussi. C'est le mot de la fin. Patrick Tello, merci d'être venu pour cette grande interview qui nous a beaucoup intéressés, ne serait-ce que pour découvrir votre groupe qui fête donc ses 50 ans. Merci d'être venu avec nous.